Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé de la création d'une institution d'assainissement des finances publiques. Il s'agit de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale CODEF. Faisons une brève rétrospective de quelques scandales financiers ayant défrayé la chronique sous l'ancien régime, mais c'est dans un sujet signé Ibrahim Yero. En dehors de la souveraineté nationale à laquelle il reste très attaché depuis le 26 juillet dernier, la reddition des comptes est l'une des principales aspirations du peuple nigérien. Et c'est à cela que le CNSP vient de donner une réponse retentissante à travers la création de la COLDEF, Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Une nouvelle institution dont l'une des missions est, selon le porte-parole du CNSP, de recouvrer, je cite, tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Fin de citation. Et ce ne sont pas des dossiers qui vont manquer à la COLDEF tant les 12 années de gouvernance du PNDS-Tareya et de ses alliés ont été jalonnées de crimes économiques et des scandales financiers, à n'en point finir. Quelques mois seulement après son installation en 2011, le régime d'Issoufou Mahamadou avait été éclaboussé par, entre autres, l'affaire Uranium Gate, dans laquelle plus de 200 milliards francs CFA ont pris une destination douteuse, l'affaire des conteneurs de Soraz, l'achat pour 21 milliards francs CFA de l'avion présidentiel, fameux hangar de 7 milliards. Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler le pétrole gate qui a été au centre des débats à l'Assemblée nationale sous la première législature de la 7e République. Par là est passé le très controversé prêt d'Exim Bank de Chine pour 2 milliards de dollars, soit environ 1000 milliards francs CFA. J'ai dit au président de la République, j'ai appris avec plaisir que la Chine, à travers Exim Bank, vient de nous accorder un prêt. Avant que je termine, le président de la République lui-même m'a dit effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de t'en parler, mais nous avons contracté un prêt de 2 milliards de dollars. À l'époque, le gouvernement de Brigitte Raffini avait formellement démenti. Ce n'est pas à hauteur de 2 milliards de dollars comme l'a indiqué le président de l'Assemblée, mais c'est d'un projet d'1 milliard, c'est-à-dire de 500 milliards de francs CFA. Les prêts avec Exim Bank, je le confirme, celui que nous avons signé actuellement, il est de 500 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur 25 ans, dont 8 ans de différé. Puis, sur la voie du Sahel, Brigitte Raffini s'est lui-même dédié. Nous nous félicitons également du financement par votre prestigieuse Exim Bank Chine de notre grand projet tel que le projet pétrolier avec CNPC, avec un montant de plus de 2 milliards de dollars. À propos toujours du pétrole, suivons maintenant le défunt député Mohamed Ben Omar et l'économiste Amadou Ali Jibo d'IMAX. Moi, j'ai la liste du monopole. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de monopole. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai la liste de 6 personnes qui ont le monopole de l'exportation et qui sont les clients de Soraz. Je ne vais pas appeler leurs noms, mais les voilà. Et qu'on nous donne, moi je préfère que le ministre nous donne les 6 noms. Et sur chaque camion, au nom de cette licence qu'ils ont, ils gagnent 600 000 francs par camion sorti de Soraz à l'exportation. Soit à l'intérieur du Niger, soit à l'exportation. Imaginez la somme d'argent qui est là, qui est diffuse et qui va dans d'autres canaux ou dans d'autres poches. Le Niger n'a pas une seule goutte de pétrole. Or, à Exim Bank, vous vous êtes engagé sur 25 ans à leur livrer 10 000 barils par jour. Ça veut dire que vous êtes en déficit de 6 000 barils déjà jour pour honorer vos endettements avec Exim Bank. Il y a eu ensuite le MDN Gate ou la tristement célèbre affaire du ministère de la Défense nationale dans laquelle des opérateurs économiques, en dehors de la surfacturation, auraient livré
des projectiles défectueux aux forces de défense et de sécurité, les envoyant ainsi se faire massacrer par les terroristes et leurs parrains. N'oublions pas non plus les marchés publics qui étaient devenus une propriété privée des anciens dignitaires qui se les distribuaient souvent dans les sièges du PNDS-Taraya aux militants et alliés du parti présidentiel. Les milliers de conseillers nommés pour ne rien faire, en dehors de percevoir un salaire très largement au-dessus de celui des enseignants, des forces de défense et de sécurité et de bien d'autres catégories dont la santé, qui servent l'État au péril de leur vie souvent. Comment ne pas parler de ces immeubles bâtis donnés en bail à l'État par les barons du régime pour des loyers exorbitants avoisinant la dizaine de millions de francs CFA par mois et dont certains auraient perçu des avances sur 5 ans, voire plus. Parlons aussi de toutes ces institutions fantaisistes créées pour simplement caser des partisans du régime PNDS au détriment du plus grand nombre. L'agence de modernisation des grandes villes dont la mission chevauche les attributions des maires élus et l'agence dite de l'économie des conférences sont assez emblématiques, même s'il y en a beaucoup d'autres. Certains parlent aussi de caisses noires dans les grosses sociétés d'État telles que la Sonidep ou encore la Nigélec et qui serviraient de caverne d'Ali Baba aux gouvernants déchus pour, entre autres, les opérations occultes de déstabilisation des partis politiques de l'opposition et la corruption d'acteurs de la société civile, des médias, mais aussi des leaders d'opinion, entendez religieux et coutumiers. Sous la Renaissance, la gabégie a été telle que les gouvernants se sont enrichis plus que Crésus, passant de 0 à des centaines de millions de francs CFA pour les moins chanceux et des milliards pour leurs leaders. Pendant ce temps, la grande majorité des Nigériens peinent à manger à sa faim, à se soigner, bref, à vivre décemment. Tout pour moi et rien pour les autres, telle était la logique du PNDS-Taraya et de ses alliés qui s'étaient appropriés le pays et ses richesses. Mais aujourd'hui, l'heure des comptes a sonné et le Niger attend impatiemment de rentrer dans ses droits en récupérant ce qui lui a été volé. Les Nigériens aussi attendent de voir les délinquants financiers vomir jusqu'au dernier franc tous ces biens mal acquis qu'ils ont illégalement ingurgités ces 12 dernières années. L'on se rappelle que l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, avait lui-même dit dans une interview en langue que sur 10 voleurs de la République arrêtés, 8 sont de son parti, le PNDS-Taraya. Mais maintenant que la CODEF est née, les Nigériens espèrent connaître bientôt l'étendue réelle des dégâts commis par l'ancien régime sur les maigres ressources de l'État. Car, selon toute vraisemblance, tout ce qui a été dit plus haut pourrait s'avérer une goutte d'eau prélevée dans l'océan. Merci Ibrahim Yoro sur ce grand format consacré à la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. La situation sociopolitique de notre pays au centre d'un échange accordé par le président du MPCR, Nou Mahamadou Arzika. L'intégralité de cette interview dans ce journal, mais auparavant, je propose de suivre un extrait. On écoute Nou Mahamadou Arzika, président du MPCR. La Boussenino, c'est le Niger d'abord. Aucun autre sujet, aucune autre préoccupation ne peut être prioritaire, plus prioritaire que cette volonté d'expulser de notre terre, de nos terres, d'expulser de notre pays ces forces d'occupation qui nous embêtent, qui nous dérangent, qui nous ont trahis, qui sont venus ici chez nous et chez nos voisins, nous l'avons dit longtemps, au Mali surtout et au Burkina ensuite, qu'ils sont venus pour provoquer le terrorisme chez nous. Ils les ont fabriqués pour essayer de nous déstabiliser,
pour créer la situation qui pouvait nous amener à être en permanente situation d'insécurité. C'est ça leur objectif. Et nous avons compris. Et parce que nous avons compris, nous avons décidé de renforcer notre soutien au CNSP qui a décidé d'être d'accord avec nous qu'il faut dénoncer les accords-là. Tous les faux accords-là, il faut les dénoncer. Et il ne faut pas les respecter. Nous avons déjà fait la preuve de notre refus de respecter cela depuis 2005, si vous vous rappelez, quand nous avons été amenés, à l'époque du président Tanja, à amener le gouvernement à l'époque d'accepter le principe de mettre de côté ces accords, d'opter pour la diversification et la valorisation de nos ressources minières et pétrolières, d'engager l'exploitation pétrolière contre leur volonté, de partager, j'allais dire, avec d'autres nouveaux pays et dans le domaine de l'uranium, et faire la diversification des partenaires, amener d'autres acteurs comme les Chinois, les Canadiens, les Sud-Africains, les Australiens, et pour qu'ils viennent dans notre pays eux-mêmes faire leur expérience de l'exploitation de l'uranium à côté, bien entendu, de Areva qu'ils ont abusivement transformé pour appeler Orano. Vous savez pourquoi ils changent de nom? C'est l'escroquerie. Chaque fois qu'ils ont des choses ils ont des ardoises, ils font des fausses notes, alors ils changent de nom pour pouvoir apparaître comme une institution nouvelle. De la Cogema, on est passé à Areva pour des raisons évidentes qu'on connaît. Et de Areva, aujourd'hui, on est passé à Orano pour des raisons évidentes qu'on connaît. Donc, ils ont dit, et ça, c'est pas eux, c'est notre président déchu, M. Bazoum Mohamed. C'est lui-même qui a dit, ce qui était très grave, que l'uranium était mythe, que nos ressources minières, là dont on parle, ce n'est pas pertinent, que la France n'a aucun intérêt chez nous. Lui qui est le chef de l'État, qui doit défendre l'intérêt du pays, il doit défendre l'intégrité du peuple, la souveraineté nationale, l'indépendance nationale et défendre la Constitution. C'est lui, en tant que chef de l'État, chef des armées, chef de l'administration, qui accepte de banaliser notre droit à revendiquer notre souveraineté. C'est lui qui nous dit qu'on n'a pas le droit de parler de la souveraineté parce que nous recevons des aides de l'Union européenne, des aides de certains pays, parce que eux qui sont à la tête, c'est eux qui font la mendicité, c'est eux qui sont devenus les mendiants, c'est eux qui ont choisi de ne pas faire ce qu'ils doivent faire. L'intégralité de cet entretien, rendez-vous en partie magazine de cette édition d'information. Le choix des délégués qui devaient siéger au dialogue national inclusif voulu par les autorités de la transition suscite des inquiétudes. Des maires sont indexés et certains acteurs de la société civile expriment leur avis. Par rapport à l'historique, d'abord, du coup d'État là où il est actuellement, nous pensons que nous tous, nous n'avons pas droit à l'erreur. Pour la simple raison, tous les Nigériens, tout le monde est impliqué aujourd'hui. Jusqu'à la date là où je vous parle aujourd'hui, tout le monde est d'accord par rapport à l'envol de ce coup d'État. Tout le monde est partie prenante par rapport à ce coup d'État. Tout le monde, unanimement, en fait, nous convergeons pour sortir notre pays là où ces politicards, ils nous ont plongés dans un chaos qui ne dit pas son nom. Je pense que ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire ce communiqué pas à travers le ministère de l'Intérieur. Non, nous les appelons à destituer ici et maintenant ces maires d'abord. Tous les maires, ils doivent être destitués dans les 24 heures qui suivent. Je ne suis pas surpris d'abord, en fait, c'est que la façon dont on est en train de procéder pour la désignation des délégués, je considère que c'est des erreurs graves qui sont en train d'être commises. Peut-être qu'avec la note du ministère de l'Intérieur, ça serait l'occasion de se corriger. D'abord par rapport aux maires. Écoutez, les élections dernières qui ont consacré ces maires, mais les maires à 80% sont attachés à l'ancien régime. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous remettez en cause un régime, vous prenez toutes les dispositions pour faire table rase. Ce n'est pas une question de règlement des comptes. Quand quelqu'un est attaché à un système que vous avez combattu et vous le maintenez dans votre système, ça veut dire qu'il va s'inscrire dans une logique de sabotage de votre démarche dans laquelle vous êtes. Voilà pourquoi moi je ne suis pas surpris que les maires fassent ça. Ils vont le faire, ils vont continuer à le faire tant qu'ils ne prennent pas de décision d'éponger l'ensemble de ces maires.
pour pouvoir désigner des personnes dont ils estiment sont capables ou partagent les mêmes visions qu'eux, dans le cadre de leur logique dans laquelle ils sont. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État, garder les maires à leur poste et fonction, sachant que 80 à 90% de ces maires appartiennent au régime déchu. Vouloir lancer des assises nationales qui devraient normalement fixer le cadre de la transition et vouloir que les choses se passent bien. Nous avons déjà attiré l'attention du CNSP que c'était une erreur grossière que de maintenir les maires à leur place. C'est comme s'il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de coup d'État. La première des choses à faire lorsqu'on fait coup d'État, c'est d'abord de mettre à l'écart ceux qui... On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas soigner un mal avec celui qui l'a créé. Ces maires ont participé à la gouvernance que nous avons décriée. Ils sont venus par des braquages d'urnes. Et on ne peut pas on peut pas avoir confiance dans ces maires. Et lorsque les assises nationales censées réglementer toute la transition, ce sont les maires qui désignent les participants. C'est comme si on a dit, bon, c'est le PNDS qui vient aux assises nationales. Dernier aspect de cette édition d'information, de retour au Bercail après un séjour à l'extérieur. Certains jeunes s'adonnent à des activités génératrices de revenus à travers l'entrepreneuriat. Notre reporter Hamza Sakou a mis l'accent sur le profil de 3 jeunes dans ce reportage réalisé dans le cadre du projet Dialogue Migration de CFI sur financement de l'AFD. Juste après ce reportage, vous suivrez l'intégralité de l'entretien que nous a accordé, nous, Mamadou Arzika, président du MPCR. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Chaque année dans le monde, des millions de personnes quittent leur lieu de résidence habituel pour s'installer dans un autre. Les projets migratoires de ces personnes migrantes sont multiples et multiformes. Au-delà du désir de jouissance d'un endroit, les 10 projets sont motivés par plusieurs autres idées. Nous retiendrons ici 2, celle de trouver de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités. Dans beaucoup de cas, les opportunités ainsi trouvées servent de déclic, si elles ne sont pas à l'origine à un esprit entrepreneurial. Beaucoup de personnes migrantes ont en effet développé cet esprit, contribuant ainsi à son essor dans des pays comme le Niger, où la promotion de l'entrepreneuriat fait partie des politiques publiques qui sont aujourd'hui promues. Les entreprises créées par des personnes migrantes sont légion au Niger. Elles appartiennent aussi bien à des Nigériens émigrés de retour qu'à des immigrés installés dans le pays. Nous sommes dans le centre de formation pratique en cuisine et en pâtisserie, CFPCP Delali de Maradi, dans le sud-ouest du Niger. Le centre a été créé par Ladi Bryce, un immigrant togolais vivant à Maradi depuis 2013. Il est spécialisé dans la formation sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. L'objectif, c'est de venir en appui à la formation dans la région et aussi aider vraiment ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien les personnes qui veulent ouvrir des restaurants ou bien évoluer dans le milieu de l'hôtellerie. Donc, c'est une aubaine pour eux de se faire former et d'être vraiment capable d'assurer le pouvoir ou bien le travail pour lequel on va les appeler. Pas très loin du centre créé par Bryce, c'est Mohamed Megizo, ayant vécu 3 ans en Libye, qui nous accueille dans sa boulangerie. Avant mon départ pour la Libye, je savais faire ce travail. Et à mon retour, j'ai acheté des machines avec ce que j'ai gagné là-bas pour travailler à mon propre compte. La boulangerie Megizo a aujourd'hui 10 ans d'existence. C'était le rêve du promoteur en quittant son pays pour la Libye. Il en est plus que fier. Lui qui, en plus de vivre ce rêve, a aussi transmis ses connaissances et compétences à plusieurs autres jeunes. Dans ce travail de boulanger, il n'y a pas ce que je ne peux pas faire.
Du début jusqu'à la fin, j'interviens. Autre exemple de jeune entrepreneur nigérien de retour de migration, celui de Mohamed Bachir Aboubakar, ressortissant de la région de Maradi. Il dirige un centre de construction métallique en plein centre-ville de Maradi, comme la boulangerie Megizo. L'histoire de ce centre a commencé après le retour de son propriétaire d'une aventure migratoire. Mon ambition était de partir chercher de l'argent et revenir pour créer cette entreprise. Tout ce que je gagnais, j'économisais pour acheter des matériels. Aux côtés de Mohamed Bachir Aboubakar, plusieurs jeunes se perfectionnent à l'image de Abdul Karim. Tout ce qu'on me demande ici, je peux le faire. Des fenêtres jusqu'à même des porteurs de voitures. J'ai beaucoup appris vraiment. Âgé d'une quarantaine d'années, Hussein Munkela est natif du village de Goudal, dans le premier arrondissement communal de Niamey. Il a quitté le Niger pour Ghana, ensuite le Nigeria. Objectif, apprendre l'anglais et revenir au pays travailler grâce à cette langue. C'est chose faite. Aujourd'hui, il travaille comme chauffeur et c'est l'anglais qui est sa langue de travail. Vraiment, par rapport au voyage que je fais, j'ai appris beaucoup de langues. Parce que c'est à ce temps-là je sais parler l'anglais. J'ai pu mémoriser beaucoup de langues quand même. Et à travers de cette langue même, j'ai pu avancer dans le travail même que je fais là. Parce que c'est l'anglais. Je suis fier même du voyage que j'ai fait parce que ça m'avait ouvert la tête. Et j'ai eu beaucoup d'expérience à propos de ça. Au début, je suis ménagère. Je fais le ménage, mais actuellement, je fais chauffeur. Comme on le voit, la plupart des immigrants nigériens ne comptent pas rester définitivement hors de leur pays. Dans leur majorité, ils souhaitent revenir pour entreprendre en investissant ou mettant à profit l'expérience qu'ils ont acquise pendant leur parcours migratoire. Cheibou Issa est migrant nigérien en Libye, où il apprend auprès de Pakistanais et d'Indiens l'installation électrique domestique, une activité qu'il envisage revenir pratiquer ici pour le compte de sa propre entreprise. Misali akan ɗauke ka na dafa ko hukun shago ko kuma kula da gida ko kuma akai ka mazara ma'ana. Il y a beaucoup d'activités que je peux faire, mais j'ai préféré apprendre en électricité pour qu'une fois de retour, je pourrais créer ma propre entreprise. Zan zo in buɗe kamfani na share-share ka gani to shi yasa ni zaɓi aikin hannu fiye da wannan ayyukan saura. Avec ces exemples, il est indéniable que les activités entrepreneuriales des personnes migrantes contribuent significativement au développement de l'entrepreneuriat au Niger. Les personnes migrantes contribuent au développement de l'entrepreneuriat au Niger de plusieurs manières. La première manière, c'est par l'apport des compétences professionnelles. La deuxième manière, c'est l'apport des connaissances et des expériences acquises dans leur pays d'origine, qu'ils vont exercer dans le pays d'accueil et qui vont servir utilement au développement de l'entrepreneuriat. Il y a l'investissement dans les projets locaux et la création d'emplois, la stimulation de l'économie locale et la contribution à la diversification des activités économiques par l'introduction de nouveaux produits ou de nouveaux services. On a des compétences là-bas de terroir, on a des connaissances qu'on vient ici où elles manquent, où elles existent, mais pas de la même manière que de l'autre côté. Donc, quand ils viennent ici, ils vont faire ce qu'on appelle un
transfert de technologie ou de connaissances. Le droit international reconnaît à chacun le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et n'admet sa restriction que dans des circonstances exceptionnelles. Et il n'est un secret pour personne que les activités économiques des personnes migrantes contribuent positivement au développement de l'entrepreneuriat du Niger. Elles ont cru aux potentialités et aux opportunités du pays, d'où leur retour. Ils investissent et mettent leur expertise et leur professionnalisme pour contribuer au développement de l'entrepreneuriat et du développement tout court. Ça me fait sourire et je suis bien heureux que la situation aujourd'hui, le temps, ait permis de révéler à la face du monde qu'on a affaire à des fous habillés. Ils sont certes habillés, peut-être joliment habillés avec leur veste, mais en réalité, dans la tête, il y a quelque part quelque chose, des vis qui sont dévissés. Vous voyez, j'étais en train de vous dire qu'ils ont pris des mesures dans la démesure et que ces mesures-là, elles ne reposent sur aucun papier. Ils ont simplement pensé qu'ils peuvent nous faire peur. Ils peuvent nous menacer et à cause de la menace qu'on allait céder. Mais ils ont oublié à qui ils ont affaire. Et vous avez tous entendu. Et même lui, le général Tchani, lorsqu'il était venu à parler, il a dit des choses qu'on a souvent dit. Que le Niger n'est pas comme les autres pays. Le peuple nigérien n'est pas comme les autres peuples. Même au temps de la colonisation, dans l'histoire coloniale, l'histoire même qu'ils ont voulu eux-mêmes révéler a fini par les imposer l'obligation quand même de citer des zones où ils ont été amenés à plus souffrir au moment de leur traversée. Donc, ce sont les petits-fils, les fils, les petits-fils de ces gens-là qui sont aujourd'hui là. Et on n'a pas peur d'eux. Ils le savent. Je crois qu'aujourd'hui, ils savent qu'on n'a pas peur d'eux. Et que leur chantage, leur menace ne peut pas en réalité inquiéter notre peuple. Les mesures qu'ils sont venus à prendre, vous avez bien vu. Avant, les Nigériens étaient même plaintifs. Ils se plaignent que... C'est dans la lutte et c'est en vertu de notre choix, de notre volonté d'affirmer notre souveraineté et notre indépendance, notre combat pour expulser de notre pays, expulser de notre pays les forces d'occupation, notamment françaises, dont on connaît aujourd'hui l'histoire de nos rapports avec ce pays esclavagiste, néocolonialiste, qui n'a que abusé de notre pays, de notre peuple depuis la nuit des temps. Maintenant, nous avons compris. Et nous avons dit que comme ça n'est ainsi, la Boussanino, c'est le Niger d'abord. Aucun autre sujet, aucune autre préoccupation ne peut être prioritaire, plus prioritaire que cette volonté d'expulser de notre terre, de nos terres, d'expulser de notre pays ces forces d'occupation qui nous embêtent, qui nous dérangent, qui nous ont trahis, qui sont venus ici chez nous et chez nos voisins, nous l'avons dit longtemps, au Mali surtout et au Burkina ensuite, qu'ils sont venus pour provoquer le terrorisme chez nous. Ils les ont fabriqués pour essayer de nous déstabiliser, pour créer la situation qui pouvait nous amener à être en permanente situation d'insécurité. C'est ça leur objectif. Et nous avons compris. Et parce que nous avons compris, nous avons décidé de renforcer notre soutien au CNSP qui a décidé d'être d'accord avec nous qu'il faut dénoncer les accords-là. Tous les faux accords-là, il faut les dénoncer. Et il ne faut pas les respecter. Nous avons déjà fait la preuve de notre refus de respecter cela depuis 2005, si vous vous rappelez, quand nous avons été amenés, à l'époque du président Tanja, à amener le gouvernement à l'époque
d'accepter le principe de mettre de côté ces accords, d'opter pour la diversification et la valorisation de nos ressources minières et pétrolières, d'engager l'exploitation pétrolière contre leur volonté, de partager, j'allais dire, avec d'autres nouveaux pays et dans le domaine de l'uranium, et faire la diversification des partenaires, amener d'autres acteurs comme les Chinois, les Canadiens, les Sud-Africains, les Australiens, et pour qu'ils viennent dans notre pays eux-mêmes faire leur expérience de l'exploitation de l'uranium à côté, bien entendu, de Areva qui est maintenant qu'ils ont abusivement transformé pour appeler Orano. Vous savez pourquoi ils changent de nom? C'est l'escroquerie. Chaque fois qu'ils ont des choses, ils ont des ardoises, ils font des fausses notes, alors ils changent de nom pour pouvoir apparaître comme une institution nouvelle. De la Cogema, on est passé à Areva pour des raisons évidentes qu'on connaît. Et de Areva, aujourd'hui, on est passé à Orano pour des raisons évidentes qu'on connaît. Donc, ils ont dit, et ça, c'est pas eux, c'est notre président déchu, M. Bazoum Mohamed. C'est lui-même qui a dit, ce qui était très grave, que l'uranium était mythe, que nos ressources minières, là dont on parle, ce n'est pas pertinent, que la France n'a aucun intérêt chez nous. Lui qui est le chef de l'État, qui doit défendre l'intérêt du pays, il doit défendre l'intégrité du peuple, la souveraineté nationale, l'indépendance nationale et défendre la Constitution. C'est lui, en tant que chef de l'État, chef des armées, chef de l'administration, qui accepte de banaliser notre droit à revendiquer notre souveraineté. C'est lui qui nous dit qu'on n'a pas le droit de parler de la souveraineté parce que nous recevons des aides de l'Union européenne, des aides de certains pays, parce que eux qui sont à la tête, c'est eux qui font la mendicité, c'est eux qui sont devenus les mendiants, c'est eux qui ont choisi de ne pas faire ce qu'ils doivent faire en tant que dirigeants, pour faire en sorte que l'héritage qu'ils ont eu, le Niger est un pays, comme ils le savent très bien, c'est un pays comme ils l'ont dit eux-mêmes, et avec beaucoup d'autres gens, que le Niger est un pays riche, il a un problème de gouvernance. Et le problème de gouvernance, c'est eux qui avaient mal géré le pays, mal gouverné le pays et qui ont pensé que pour que le pays se développe, pour que le pays avance, il faut qu'il soit toujours dépendant de l'aide. Il faut qu'il soit sous tutelle et que nous acceptons que d'être une sorte de protectorat, que c'est sous la protection de la France que nous allons être à côté de la France d'autres amis à elle. Donc aujourd'hui, l'histoire est là. Elle se révèle, elle montre que c'est des erreurs. Nous avons découvert avec ce monsieur, c'est très clair dans la déclaration des militaires, notamment la déclaration de M. Tchani, du général Tchani, qui a dit clairement ce qu'il reproche à l'intéressé. Et déjà, il y a ce qu'on connaît, nous. Ça fait longtemps que nous avons dénoncé certaines choses. Ça fait longtemps que nous avons dit, c'est incompréhensible que le Niger choisisse le camp des insurgés, les camps des terroristes, les camps des bandits, et abandonner le peuple malien sous prétexte que à Bamako, c'est un gouvernement militaire qui est là-bas. Et que Ouaga, c'est un gouvernement militaire. Toutes nos communications depuis plus d'1 an et demi, depuis les derniers coups d'État, le 30 septembre, la rectification au Burkina, le 30 septembre passé, nous avons pu dire que le Niger et le Mali doivent se retrouver ensemble à côté avec le Burkina. Déjà, nous sommes liés par une organisation commune qui est l'autorité de l'Iptako, Gourma. Nous avons accepté de créer ça, on le sait déjà avant. Et aujourd'hui, c'est la France qui a organisé le détournement d'objectifs pour transférer la compréhension des gens vers la zone des 3 frontières, parce qu'il fallait qu'ils amènent les gens à oublier que la France a fait ramener le MNLA dans la zone de Kidal et a imposé que cette zone soit abandonnée par le gouvernement malien. Et ils sont partis avec leur fameux accord d'Alger de 2015 à vouloir pratiquement autonomiser la zone pour tendre finalement vers l'indépendance de cette partie du Mali qui devait s'appeler désormais la République de l'Azawad. C'est ça le fond du problème. Et aujourd'hui, un seul kilomètre carré du Mali ne doit être abandonné. Un seul kilomètre carré du Niger
ne doit être abandonné. Et la même chose pour le Burkina. Nous devons nous organiser, nous lier d'amitié, d'alliance pour renforcer notre solidarité et notre fraternité, comme ils l'ont témoigné lorsqu'on a annoncé la guerre contre le Niger, qu'on veut attaquer le Niger au niveau de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina n'ont pas hésité un seul instant à témoigner de leur volonté de soutien, de leur volonté de se sentir concernés par le problème du Niger. Et c'est tout à fait logiquement qu'aujourd'hui on a abouti à la création de l'Alliance des États du Sahel, avec l'espoir que d'autres pays vont venir se joindre à nous déjà, pour qu'ensemble nous puissions progressivement aller vers une forme de nouvelle CEDEAO qui est en perte de vitesse. Et comme ça, nous allons travailler la main dans la main avec ceux qui comprendront le sens, l'esprit dans lequel il faut s'allier. Il faut créer une organisation commune, sous-régionale ou régionale, avec la volonté d'aller dans le sens de la solidarité, dans le sens de la fraternité, dans le sens de soutien mutuel et réciproque, pour que nous puissions, chaque fois que quelqu'un d'entre nous sera touché, que nous nous considérons comme étant touchés ensemble. Et c'est ça l'objectif qui était auparavant assigné à la CEDEAO sur le plan économique. Mais malheureusement, aujourd'hui, la CEDEAO a été dévoyée parce que tout simplement les commis à qui on a donné la charge de la gestion de la CEDEAO et les chefs d'État successifs qu'on a eus, certains ont été des chefs d'État et qui ont été pratiquement accompagnés, soutenus et aidés par des pays comme la France et d'autres, pour que finalement ils arrivent à venir à la tête de nos États. Plutôt que de considérer qu'ils sont des élus du peuple, ils se considèrent comme étant des partenaires soutenus par un pays comme la France. Et aujourd'hui, dans le cas du Niger, c'est désormais connu, tout le monde a vu, après les événements du 26, M. Bazoum, au lieu de se référer à son peuple, s'il est vrai qu'il considère que c'est le peuple qui l'a élu, mais sachant qu'il n'a pas été un vrai élu du peuple, qu'ils ont manigancé, qu'ils ont manipulé, qu'ils ont joué un jeu pour se donner le résultat qu'ils ont donné et dire que c'est lui le vainqueur, il sait qu'il ne peut pas compter sur la mobilisation populaire pour venir le soutenir. C'est pour ça qu'il est venu à s'adresser directement à Macron pour lui dire voilà la situation dans laquelle il est, et il veut que Macron intervienne pour essayer de le sortir de la situation. Le président de Chia a porté une plainte, déposé une plainte, lui, sa femme et son enfant contre l'État du Niger pour séquestration au niveau de la CEDEAO. En tant qu'auteur de la justice, comment voyez-vous cette... C'est son droit. Il a déposé plainte contre. Il a dit qu'il a porté plainte contre la CEDEAO. Il considère qu'il est séquestré, il est arbitrairement détenu. Alors, l'État du Niger, le peuple nigérien qui est victime de sa félonie, qui est victime de sa trahison, qui est victime des mauvais actes de comportement qu'il est venu à faire, de la duperie qu'il a observé vis-à-vis de nous, parce qu'il a trompé même ses amis, qui croyaient en lui, qui pensaient qu'il était un homme honnête, qui pensaient qu'il était un homme sincère, qui croyaient qu'il était sincère. Et aujourd'hui, grandeur nature, on découvre que c'était un homme de service, qu'il est en mission commandée. Depuis la nuit, depuis longtemps. Et tout le monde l'a vu effectivement au Mali dans les années 91-92, depuis le temps où ATT était à la tête de l'État du Mali dans le cadre de la transition. Une vidéo a circulé où on l'a vu avec à l'époque des rebelles face au gouvernement malien de l'époque. Donc ça veut dire que depuis ce temps-là, ce monsieur est en rapport avec eux. Et on a vu aujourd'hui des informations qui ont révélé qu'il est en lien avec la DGSE française, et qu'il travaille avec eux et pour eux. Et Macron l'a confirmé devant les ambassadeurs que c'est leur partenaire, il ne peut pas le lâcher. Voilà ce qui explique la réaction de la France, qui considère que lui, c'est leur partenaire, c'est leur allié, c'est leur homme. C'est leur homme à tout faire qu'ils ont fourgué au Niger, au peuple nigérien, et qui a été finalement abusé
pour se retrouver avec lui comme président. Dommage qu'aujourd'hui, on se retrouve devant cette situation. Personnellement, je n'ai jamais imaginé qu'il y avait ce genre de relations, ce genre de comportement que un monsieur comme ça devait avoir. Il y a eu certes le problème qu'on a posé, le problème de l'authenticité de ces pièces d'état civil, ce qui est une question qui est d'ailleurs encore en suspens, qui n'est pas réglée. Et le moment venu, certainement que ça va pouvoir être posé. Mais ce qui est choquant dans tout ça, quand il dit qu'il va porter plainte, il n'a qu'à porter plainte à la CEDEAO. Mais la CEDEAO, il n'y a pas de problème, elle peut considérer, avant lui d'autres ont fait. Quand, justement en 2010, lorsque les gens ont porté le coup d'État contre le président Tanja, à un moment donné, on avait pensé qu'il fallait justement que cette situation soit clarifiée et qu'on sache pourquoi il devait être gardé autant de temps. Et la plainte a été portée devant la Cour de justice de la CEDEAO et elle avait estimé que sa détention était une détention et qu'il fallait clarifier. Et le gouvernement de l'époque avait décidé de trouver les dossiers contre lesquels ils considéraient à l'époque qu'ils pouvaient porter plainte contre Tanja pour ça. Ils ont fait ça, ils ont transféré Tanja en prison. Et donc aujourd'hui, Tanja c'était juste des soupçons, des présomptions. Mais aujourd'hui, lui, les militaires ont clairement dit qu'ils ont des données à partir des communications qu'il a faites. Ils ont des preuves à partir des actes qu'il est venu à poser et qui constituent des actes de trahison et qui sont gravissimes. Et donc, ça veut dire que ces actes-là peuvent conduire, au lieu qu'il soit dans cette détention comme ça, s'il le veut, on peut l'amener en prison comme les autres. Et puis, le problème est réglé. La justice, il va se défendre devant la justice pour les actes qu'il est venu à poser et pour tout ce qu'il est venu à faire. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous estimons que, quelle que soit la situation, les hommes ont leurs droits et il faut aller dans ce sens. Mais, par rapport à ce qu'il a été amené à faire ou à poser, quand on entend que les gens disent que c'est pour le sortir de là où il est et le remettre en selle comme président de la République, ça je pense que c'est de la rêverie, quoi. Et que les gens soient venus à le penser. Je pense que lui-même, si aujourd'hui on lui dit de redevenir le président du Niger, et avec tout ce qu'il a vu pendant plus de 50 jours, partout dans le pays, les uns comme les autres, les femmes comme les hommes, les jeunes comme les vieux, partout. Les gens sont là aujourd'hui en train de se lever, de scander, de se mobiliser pour montrer leur volonté d'aller à ce combat que nous avons toujours voulu faire et contre lequel ils se sont dressés et opposés et pour nous empêcher de faire les manifestations. Vous vous rappelez bien que les gens ont empêché toute manifestation à l'époque de leur régime en violation complète de la Constitution à l'époque. Donc voilà qu'aujourd'hui la situation est là. Je pense que le peuple nigérien et l'ensemble des Nigériens que nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur, nous devons maintenant faire preuve de beaucoup de dignité, de beaucoup de vigilance, de beaucoup de concentration, de beaucoup de détermination pour que nous puissions nous servir de l'occasion qui est là pour une vraie indépendance retrouvée. Je pense que c'est une très bonne décision d'avoir décidé de mettre en place une institution dont la vocation est de contribuer à la moralisation de la vie publique. À travers, bien entendu, déjà les objectifs qu'on lui a assignés, je pense que c'est une très bonne chose. Il est souhaitable et attendu que ceux qui auront la charge d'accomplir cette mission, qu'ils soient venus à le faire en toute sérénité, dans le but de rendre possible que ceux qui ont spolié, détourné les biens publics, qui ont profité de leur position pour avoir un enrichissement illicite, en pratiquement, parfois en vendant même l'âme du pays, et que cela leur a procuré des ressources énormes, importantes, qui sont visibles, que l'on soit dans la position de faire en sorte que tous ces acteurs concernés, qu'ils puissent rétrocéder ça à l'État. Que des actions soient menées dans le sens que les biens publics soient restitués. Que l'on puisse faire en sorte que tous ceux qui ont été coupables de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, ceux qui ont été coupables d'autres manœuvres
qui ont conduit à ce qui a été observé dans notre pays, que l'on soit dans la position d'espérer que cette commission va pouvoir faire ce travail. C'est vrai qu'il y en a qui ont toujours fait preuve de scepticisme, en estimant que bon, on a fait ça plusieurs fois, et que bon, ça a toujours été, comment on appelle ça, la montagne a toujours accouché d'une souris. Non, je pense que cette fois-ci, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais on doit le faire dans un esprit que je peux dire dans un esprit d'équité et de justice. Qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Que ce ne soit pas dans un esprit vindicatif. Que ce ne soit pas dans un esprit qui vise à faire des règlements de comptes. Mais que tous ceux qui ont été coupables, quelle que soit la personne, parmi les civils comme parmi les militaires, qui ont été pris la main dans le sac, avec un enrichissement connu, on doit pouvoir être en mesure d'aller vers ces gens, de les amener à restituer ce qu'ils ont pris de manière injuste. Et cela dans le respect de leur dignité, dans le respect de leurs droits, dans le respect de tout ce qui devait être observé du point de vue de la légalité, mais de manière ferme. La fermeté doit être de mise. On doit pouvoir le faire. On doit même demander aux gens humblement, tout celui qui sait qu'il a entre ses mains des biens qu'il s'est procurés de manière injuste, il n'a même pas besoin d'attendre l'arrivée de la commission. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à simplement, la commission n'a qu'à indiquer où il faut les ramener. Et j'ai appris qu'il y a eu des interpellations avant mon arrivée. Certains ont été interpellés parmi les anciens membres du gouvernement et certains responsables du parti politique pour des raisons que j'ignore. On n'a pas encore communiqué pour nous informer les chefs d'accusation qui portent sur les gens qui sont interpellés. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu d'autres qui ne sont pas interpellés, qui sont dans la même situation qu'eux. Ce n'est pas tous les membres du gouvernement ou tous les députés ou tous les responsables qu'on a interpellés. C'est quelques-uns. Je ne sais pas pourquoi on les a interpellés, mais il y a lieu que les choses se passent et en observant toutes les règles. Et que chacun doit répondre de ce qu'on lui reproche et qu'il soit établi comme étant des faits avérés. Maintenant, si c'est des suppositions, des présuppositions, il n'est pas normal que nous procédions à ça. Dans notre pays, nous sommes pour une république qui est réconciliée avec elle-même, un peuple réconcilié avec lui-même, un peuple résolu, déterminé à créer les conditions d'une véritable refondation de la République, de manière à ce que nous puissions à tout jamais et partir sur de bons pieds et que dans des pratiques néfastes et qu'on a observé dans notre pays, que ces pratiques-là cessent. Aujourd'hui, nous devons, dans le cadre de ces genres d'actions que vous dites là, c'est des actions de moralisation de la vie publique qui doivent être entreprises parce qu'elles sont nécessaires pour permettre justement, comme on dit, et Abagawa Gashi, il faut absolument que ceux qui ont déjà posé des actes, qu'ils soient sanctionnés pour que plus jamais des choses comme ça ne se fassent. Ceux qui ont l'intention de faire, aujourd'hui comme demain, qu'ils sachent que dans tous les cas, un jour on est chasseur et un jour on est la biche, comme dira l'autre. Donc, c'est important que nous sachions que nous avons ensemble un défi à relever, c'est le défi de la construction de notre nation sur la base des fondements de base forts et qui soient des trucs débarrassés de toute forme de discrimination et de rupture et d'égalité entre tous. C'est pour cela que nous pensons et nous allons certainement saisir l'occasion de cette période-là pour pouvoir doter notre pays de tous les outils nécessaires au plan institutionnel et au plan juridique qui vont rendre possible que ces genres de questions, ces genres de comportements et de pratiques soient derrière nous. Moi, personnellement, je me félicite aujourd'hui de la réconciliation armée-nation
de la réconciliation qui est aujourd'hui observée, où on voit bien il y a une symbiose entre les forces de défense et de sécurité, entre les peuples et le peuple. Partout, les gens maintenant savent que nous sommes ensemble, que l'armée est l'émanation de la volonté du peuple. Les autres forces de défense et de sécurité sont là pour le peuple et que le peuple est là avec elle pour qu'elle accomplisse le devoir qui lui incombe et qu'elle soit à mesure de jouer le rôle qu'on attend d'elle et que le peuple lui apporte le soutien qu'il faut. Et c'est dans cet esprit-là qu'aujourd'hui, on est tous mobilisés ensemble à faire en sorte que l'humanité entière soit témoin qu'au Niger, des événements nouveaux sont en train de s'observer. Une situation nouvelle est en train de se faire. Et une histoire est en train de s'écrire. Et que ceux qui pensent et qui osent vouloir nous menacer ou vouloir nous agresser, ils vont constater que c'est plus eux qui perdent que nous. Et nous les attendons ici. Et le Niger sera leur tombeau. C'est clair et net et on va les ensevelir, on va marcher, on va avancer. Ceux qui parmi nous, aujourd'hui, sont en train de traverser le monde, en train de souhaiter le malheur à notre peuple, qu'ils sachent qu'un jour, ils auront envie de revenir au pays pour retrouver leurs femmes, retrouver leurs enfants, retrouver leurs parents qu'ils ont abandonnés aujourd'hui parce qu'ils doivent aller faire ces actions de sape contre notre peuple pour des choses pourtant évidentes. Tout le monde sait que si ces événements sont arrivés dans ce pays et dans les conditions où elles sont arrivées, un homme qui croit sait que Dieu est en train de permettre à notre peuple de se voir la justice rendue en faveur de tous et de chacun et de toutes les victimes. C'est ça l'espoir que nous fondons. Nous attendons de tous les acteurs. Et partout où il y a des gens qu'on connaît qui ont fait preuve de prévarication, ils doivent être dénoncés. Parmi les acteurs de la justice, tous ceux à qui on reconnaît des mauvais comportements, des mauvaises pratiques, ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire à notre volonté d'aller vers une vraie refondation dans ce pays-là. Notre volonté d'aller vers une véritable moralisation de la vie publique. Notre volonté de bâtir une véritable justice juste et indépendante qui puisse garantir la sérénité dans notre pays, qui puisse rendre possible et une véritable république où il y aura la justice et la solidarité et que la fraternité que nous avons indiquée dans notre devise soit la véritable réalité objective sur le terrain. Et que le peuple nigérien, son honneur lui sera rendu, comme notre nouvelle hymne l'a indiqué. L'honneur de la nation, l'honneur de la patrie, c'est aux citoyens de vrai pour rendre ça possible. Arangabay Koulou, que Burkina Faso Asenera.